Good afternoon, televiewers. Welcome to this midday bilingual newscast on Équinoxe Television. Pascal Tanke, good afternoon. Good afternoon, mesdames, messieurs. Bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. Merci de nous regarder. En ouverture de ce journal, nouveau visage à la tête de l'Assemblée nationale du Cameroun. L'honorable Théodore Dato a été élu hier en après-midi à la tête de la chambre haute, la chambre basse du Parlement camerounais à l'issue d'un scrutin. Et bien sûr, 147 votants, il a recueilli 133 voix contre 14 bulletins nuls. Il succède ainsi donc à Cavaillé Yégué Djibril, qui aura marqué la vie parlementaire camerounaise après près de 35 années passées à la tête de cette institution. Revenons sur ce nouveau visage donc à la tête de l'Assemblée nationale avec Guizogo. C'est un coup de tonnerre. Après 35 ans à la tête de l'Assemblée nationale, Cavaillé Yégué Djibril a cédé son fauteuil à Théodore Dato, qui trône désormais au perchoir de la chambre basse du Parlement. Je m'efforcerai le plus possible de toujours mériter cette très haute confiance par ma loyauté et mon attachement à sa personne, par mon engagement plus que jamais dans les rangs du RDPC. Le cérémonial conduisant à cet ajournamiento est resté immuable avec la traditionnelle question « Quels sont les candidats au poste de président de l'Assemblée nationale ?» C'est alors que le président du groupe parlementaire RDPC, Roger Melingui, s'est avancé pour dévoiler le nom du candidat porté au firmament par le RDPC. Je présente la candidature de l'honorable Dato Théodore au poste de président de l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, des acclamations s'élèvent pour valider ce choix, y compris jusque dans les rangs de l'opposition. Le vote qui se déroule en l'absence du jusqu'ici inamovible Cavaillé Yégué Djibril consolide son départ du perchoir de l'Assemblée nationale, où il trônait depuis 1992. Nombre de voix exprimées en faveur du candidat, 133. Pourcentage obtenu par le candidat, 90,47. C'est donc une longue page de 35 années qui se tourne à l'Assemblée nationale, où désormais cette chambre basse sera dirigée par un nouveau venu, Théodore Dato. De l'inédit au Sénat, où Aboubakari Abdoulaye succède à Marcel Niazi Fendi en poste depuis la création de la Chambre haute du Parlement en 2013. Son élection donc s'est déroulée hier après-midi également, désignation survenue un peu plus tôt au cours d'une réunion convoquée par les instances dirigeantes du RDPC. Détail dans ce reportage que signe Marcel Ensemble. C'était tout au départ une rumeur, ensuite la rumeur s'est confirmée après sa désignation par le comité central du RDPC. Et donc, ce soir, Aboubakari Abdoulaye a été élu président de la Chambre haute du Parlement au terme d'un scrutin où il a carrément tout raflé. 84 votants, 84 voix pour lui, 0 bulletin nul. C'est un record, pour ne pas dire de l'inédit, ici à la Chambre haute du Parlement. Évidemment, l'élu du jour était en joie. Il a commencé par remercier le président de la République, Paul Biya, président national du RDPC, pour le choix porté sur la modeste personne. Aboubakari Abdoulaye mesure le poids des responsabilités. Il a dit notamment compter sur l'ensemble des sénateurs pour porter cette lourde charge désormais. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant qui me permet de vivre ces moments. Et ma gratitude va naturellement à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, Président national de mon parti, le RDPC, qui me confie la charge de diriger à mi-mandat le Sénat pour l'année 2026. Je remercie également tous les sénateurs pour avoir bien voulu entériner le choix de mon parti.
C'est donc un sénateur qui connaît les rouages du fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Et donc les sénateurs sont en droit d'entendre de lui qu'il puisse continuer à poser les jalons de cette institution qui a fait ses premiers pas en 2013. Je réaffirme mon engagement total à servir avec la plus grande loyauté mon pays, le Cameroun. 100%, ça interpelle. Je prie que Dieu m'aide et que vous m'accompagnez. 100%, c'est trop osé. Merci beaucoup. Le Lamido de Rebouba remplace donc Marcel Nyadjifenji qui occupait le poste de président du Sénat depuis la création de cette institution en 2013. Aussitôt élu, le nouveau président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, a pris dans les rênes pour la suite des travaux. En ce moment où je vous parle, l'élection du bureau se poursuit avec également une entrée fulgurante, celle de la sénatrice Naomi Begala, épouse Akono, sénatrice de la région de l'Est, qui fait donc, je l'ai dit, une entrée fracassante au sein du bureau, puisqu'elle est élue première vice-présidente du Sénat. C'est la première fois qu'une femme va occuper une telle fonction depuis la création de la Chambre haute du Parlement camerounais. Et après donc, ce renouvellement du bureau place dans les prochains jours à la constitution de ce qu'on appelle ici les commissions générales ou alors spécialisées qui vont donc travailler d'arrache-pied pendant 12 mois pour faire fonctionner le Sénat camerounais. Ici le siège du Conseil économique et social où siège le Sénat, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Équinoxe Télévision. Le village Bazou a été le théâtre de vives tensions sur fond de rivalité entre autorités traditionnelles et administratives survenues lors d'une cérémonie. Si les avis restent partagés, certains observateurs estiment que l'autorité de l'État doit primer sur tout autre. Détail avec Théophile Tchunke et Isabelle Carole Soupet. Il n'y a pas de chef ici. Quelle est cette histoire? Je ne peux pas être assis. Quand je suis arrivé, est-ce que ces populations sont aidées? Non. Rasseyez-vous. Une vive polémique secoue le village Bazou dans le département d'Undé, région de l'Ouest, suite à l'incident protocolaire survenu entre le sous-préfet de Bazou et le chef supérieur Bazou. Il faut dire que la vidéo qui fait les choux gras de la toile actuellement est relative à la cérémonie d'installation du chef de 3e degré du quartier Kunz, un administrateur civil, en l'occurrence monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, gronde carrément le monarque roi des Bazou. De manière objective, pour des observateurs, il est impératif de faire respecter les règles de la société. Le chef traditionnel étant un auxiliaire de l'administration, il a l'obligation de précéder l'autorité administrative. Lorsqu'on écume les dispositions pertinentes du décret de 1977 qui organise les chefferies au Cameroun, il est noté que la chefferie traditionnelle est la petite unité administrative dont le chef traditionnel est considéré comme un auxiliaire de l'administration. Le chef traditionnel ne peut pas se mettre au-dessus de l'autorité administrative. Cela signifie que lors d'une cérémonie publique ou lors d'une cérémonie solennelle, le chef ne peut pas arriver après le préfet ou après le sous-préfet ou après le gouverneur. Cela serait remettre en cause l'institution qu'est l'État en deçà de la chefferie traditionnelle. Le ton corrosif de l'autorité administrative, mais il fait valoir l'autorité de l'État. Malgré les vives tensions nées de cet incident, poursuivent-ils, des mécanismes subtils pour la réparation peuvent être mis sur pied, car les deux pliés sont appelés à collaborer pour préserver la stabilité et la cohésion sociale de leur circonscription administrative. Par exemple, le sous-préfet peut inviter cette fois-ci le chef traditionnel dans ses locaux et ensemble ils discuteront et l'autorité administrative lui fera savoir quelle est l'importance du respect du protocole lorsque nous sommes en présence des autorités administratives. Cet épisode remet à l'ordre du jour le sempiternel problème sur la délicatesse de la cohabitation entre autorités administratives et chefferies traditionnelles. Alors que les actes et comportements anti-déontologiques se multiplient au sein du corps de la police camerounaise, le délégué général à la Sûreté nationale sort de ses réserves et siffle la fin de la récréation. Dans une circulaire datée du 13 mars 2026, Martin Barga Nguédé dénonce plusieurs dérives, notamment le port non réglementaire de l'uniforme et des distinctions, l'exposition de la police en tenue sur les réseaux sociaux, ainsi que la
divulgation de dossiers jugés confidentiels. La synthèse est d'Innocent Abega et que Venturgo. Matemba Gangele frappe du poing sur la table et entend mettre au pas ses fonctionnaires de police qui foulent aux pieds les règles éthiques et déontologiques de la sûreté nationale. Dans une circulaire pour le moins inhabituelle à l'intention des responsables de ces services centraux et extérieurs, le délégué général à la sûreté nationale rappelle à l'ordre ces policiers qui abordent de manière ostentatoire des uniformes de service non réglementaires, des décorations ainsi non autorisées, souvent étrangers à la police nationale, sans l'autorisation préalable du président de la République, comme le veut la règle pour le dernier casus évoqué. Le DGSN met également en garde ses fonctionnaires de police contre le port des accessoires tels que les piercings, chevillères, coiffures extravagantes et chaussures non conformes, pas des éléments en service. Autres attitudes antidéontologiques qui suscitent le courroux du patron de la police, l'usage irresponsable des réseaux sociaux où certains fonctionnaires s'adonnent sans réserve à travers des publications équivoques sur les questions sensibles d'intérêt national, tout comme la prolifération dans les réseaux sociaux des documents de service portant mention confidentielle ou secret, comme cela s'observe depuis plusieurs années maintenant. C'est donc face à cette multitude de dérives que Matemba Gangele durcit le ton, rappelant quelques instructions qui régissent le code de la police. Il engage ses fonctionnaires à une prise de conscience collective, non sans indiquer que tout manquement ou atteinte qui contribue à dégrader l'image de marque de la police camerounaise feront l'objet des mesures disciplinaires appropriées et des sanctions rigoureuses. Les interventions des fonctionnaires de police en uniforme de service dans les médias demeurent par ailleurs interdites en dehors des cas expressément autorisés par le chef de corps, précise le délégué général à la sûreté nationale. Le produit intérieur de la SEMAC est calculé sur des bases non actualisées. Eh bien, la sous-région s'appuie depuis de nombreuses années sur des données officielles en matière d'échanges commerciaux. Cela alors que les activités transfrontalières se font souvent sous fond donc de canaux non formels. Afin de corriger cet écart, un mécanisme de collecte est en cours d'élaboration. Les explications dans ce reportage qui signe Donald Briskangan. La collecte des données sur les échanges commerciaux en zone CEMAC est jusque-là assurée par les postes douaniers. Ils répercutent les éléments rassemblés lors des contrôles à l'entrée et à la sortie des marchandises. Et pourtant, une bonne partie des biens circulent sans passer par les circuits officiels. Il est important de pouvoir capitaliser ces informations-là pour voir quels sont leurs flux, leur niveau et surtout pouvoir à terme mettre en place des politiques pour les accompagner à développer ces échanges-là. D'où donc pour nous de l'important de pouvoir mettre en place ce dispositif afin de renforcer le système statistique à ce niveau-là. En se privant d'informations aussi importantes sur le volume des flux aux frontières, la CEMAC n'avait pas jusque-là une base juste de calcul de son produit intérieur brut. La commission de la CEMAC veut rectifier le tir par cette formation sur les outils de collecte des informations sur le commerce transfrontalier informel. Au menu, la méthodologie de réalisation des études monographiques sur le commerce informel, l'évaluation de l'état d'avancement des enquêtes sur le commerce transfrontalier informel, entre autres. Si toutes les économies peuvent le faire, ce serait donc important de les accompagner. Donc nous sommes disposés à pouvoir accompagner toutes les autres structures, tous les autres pays pour pouvoir mettre en place ce système de suivi. Dans une zone CEMAC où les finances publiques sont en détresse, les participants, dont des responsables des instituts nationaux de statistiques, des douanes, des ministères du commerce, entre autres, doivent donner un outil fiable d'orientation des décisions politiques et d'aide à la migration des acteurs vers le secteur formel. Pour la CEMAC, un nouveau pas vers l'harmonisation des politiques statistiques dans la sous-région. C'est donc tout pour la première partie de ce 12h. La seconde partie est en langue anglaise avec Will Senazé. Good afternoon once more. Thank you, Pascal. Thank you. Good afternoon once more to you and to our Jtb viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. A major political shift in Cameroon's lower house of parliament. Yesterday, lawmakers have elected Dato Theodore as the new president of the National Assembly, bringing an end to the 34-year tenure of Kavaye Gijibril. He secured 133 votes out of the 147 cast, with 14 invalid ballots. The new speaker, a member of the ruling Cameroon People's Democratic Movement,
and representative of the West region, takes office in what observers describe as a historic transition in Cameroon's parliamentary leadership. This marks a significant turning point for the institution after more than 3 decades under the same leadership. And also, Cameroon's Senate has also entered a new era with the election of Aboubakary Abdoulaye as the new president of the upper house. His election took place yesterday as well, following his earlier designation by the leadership of the ruling Cameroon People's Democratic Movement. The Lamido of Ray Bouba secured a unanimous 84 votes out of 84 cast, underscoring strong backing within the chamber. Widely known as the Lamido of Ray Bouba, Abdoulaye takes over from Marcel Nyandefenji, a towering figure in the country's political landscape who led the institution since its effective establishment in 2013. For more than a decade, Nyandefenji presided over the installation and structuring of the Senate, helping to shape the role of the upper chamber within Cameroon's parliamentary system. Aware of the huge responsibility placed on his shoulder, the newcomer hopes to carry affairs of the institution to a higher height with assistance from his collaborators. He pledged to prove his worth to his party president, the head of state Paul Biya, who confidently transferred him the leadership power. Now, onto something else. At least 14 persons are now homeless in Likumba, in Tiko subdivision of the southwest region, after flames consumed their houses. The incident happened yesterday morning. Details with Rex Afon. This is what remains of the house that once sheltered about 14 people here in Likumba, in the Tiko subdivision. The fire, which broke out this Tuesday morning, completely razed the building, reducing all non-living objects to ashes for some and leaving others beyond repair. Everywhere was burned down. Everything, my junior sister's document, my birth certificate, my parents, my father's document, everything is burned. So I don't really know what is going on. People are trying to say that one of the neighbors in the neighborhood mistakenly allow the gas on, forget to turn it off, but it's an incident. I never knew what happened. Given its location on terrain that is non-accessible by vehicles, firefighters could not reach the site with their equipment to help contain the blaze. The community did what they could to limit the damage, but resources were scarce. We have 4 tenants here with their children. This grandma had a son, my neighbor Billion had a son, and the other woman, they had 3 children. Us, we are about the 4 of us in the house. Me, my junior sister, 5 of us, me, my junior sister, my father, and my mother. For now, I don't really know because we are still looking how to recover from the loss. Thankfully, no human lives were lost, only severe material damages were reported. There was no person in the house. Some have gone to the market, some have gone to school. Likumba has now become all too familiar with fire outbreaks and similar incidents which seem to follow one another in quick succession. We stay in the southwest region, in Tiko subdivision to be precise, where some women in Mutengene have staged a protest, a peaceful protest to denounce the consumption of hard drugs by the youth. They say young boys and girls have been transformed into beasts with no regard for human life. Details once more with Rex Afo. From one end of the town to the other, women deeply concerned about the threat posed by illicit drug consumption in their community chanted a single powerful song, "No to Drugs." This issue of drugs here in Tengene is so much. Our children are going astray. We really want the government to help us to see what to do to remove our children from these drug issues
our children are becoming addicted to drugs. You send children to school, they don't go to school. We, the parents, we want a better future for our children. We believe children are the future president, ministers, and delegates of tomorrow. And if they continue in this way, there will be no future for tomorrow for Cameroon. They can even stab you. They do certain things that really, with their normal senses, we don't think these children can do. The women insist that the fight to eradicate drug use must start with those selling the substances. They argue that all dealers must be arrested. We beg that the government should start with a hierarchy, those who are selling these drugs, because the main point is from those who are selling. If there is nothing for our children to buy, our children will not smoke. That is why we are out to make the government know that the mothers, the ladies, the youths are fighting and they are crying to say no to drugs. The escalating consequences of drug consumption in Mutengene have made the battle against it a matter of utmost urgency. People have been harassed. You cannot scare the sleepers like the whole place. Drop all over the whole place. If you turn go back here now, you see they are smoking there. The problem is that it's only the security men who can help us to stop this drop. Yes, that's the only way. The only they can stop us to stop this drop. You know that there's no way because the thing is too much. They have stated that they will closely monitor the actions taken by the government over the next 1 month. If no concrete solution is presented, the streets of Mutengene will once more see them in even larger numbers than this. And now, natives of Melongo village in Tombe subdivision, Kupe Malingwa division of the southwest region of the country say they want peace and development and not spending money carelessly on bills as well as court cases. They voiced their concerns to the visiting brigade commander of the Gendarmerie Brigade of Tombel. This visit was also an opportunity for the natives to request for help from the Tombel councils. Manjikan Gabriel has details. With placards that read, "Our money is meant for development and not for court cases," the opposition is playing a double-edged sword role. Yesterday, they were for Amba. Today, they are for the government and a host of others. The natives of Melongo village under Tombel subdivision staged a peaceful protest as they welcomed the brigade commander of Tombel. There is a faction, there is a particular number of boys who came from Bunye and they are living in Melongo land because of this crisis. Their houses, the parents' houses were burnt in Bunye, so they came and stayed in Melongo. And since they came here, we have never known. These boys have been taking the administration of Chief Ebako and his collaborators to either amber camps, from one amber camp to another. And today, because we have fought a lot to suppress the amber, they have resorted into taking us from one administrative unit or from one force of law and order to another. The security official who was coming to Melongo for the first time came for a fact-finding mission owing to the fact that his office has often received cases from the village. Unfortunately, the image he had was different from what he saw on his visit to Melongo. It was an opportunity for the people of Melongo to air their frustrations about the numerous court cases and bail, which is at the detriment to their development. Each time we have some little money for development, they bring convocations against us for allegations which are very, very unfounded. So we go to Tombe, we spend the money, and we come back. So these guys don't want us to do any reasonable development in the village. They are a thorn to the flesh of the people of Melongo. That's why today we had to do this uprising to show proof that we are not contented, we are tired, we are fed up. So we wanted to show the gendarmes that came here today that the people of Melongo don't want anybody to condone with the activities of these boys, so that there should be peace, there should be progress and development in this village. Getting to Melongo village is also a nightmare due to the poor road network. The natives of Melongo village are now begging on the Tombel Council and the government to come to their rescue. Water crisis in Bamenda, chief town of the northwest region, has gone chronic
This has been amplified by the ongoing road maintenance work within the city of Bamenda that saw pipelines destroyed. The local inhabitants are now scrambling for the precious liquids at unsafe areas. They say the water they consume from doubtful sources jeopardizes their health. Mustela tells us more. In the city of Bamenda, the search for water begins before sunrise. By 5 a.m., residents quietly line up buckets and jerrycans at public and private boreholes, hoping to secure a few liters before supplies run out. For many families, it has become a daily routine in a city where taps have largely run dry. I come out since 5 o'clock. Now, me had to go back with empty containers then. I came here since 5 a.m. and I've succeeded to have just one container filled. My children and I are going home empty-handed. As when I'm picking that, they go back for house empty. So, those who have patients in the houses that they cannot do without water, they are suffering. At times they go, as they start to carry, when they are carrying water, the water will get finished from there. They have to look for another place again to go. At this private well in the Old Town neighborhood, water is pumped from deep underground. Many residents now depend entirely on wells like this one. In several neighborhoods, residents scrambled over visibly colored water, raising concerns about its safety. The water carry even stream water the way not the clean. We now fetch water from streams of doubtful sources. How then can we not be sick? You get a problem there for Bamenda. Residents link the worsening shortage to major road construction projects in the city, including the ongoing Bamenda urban crossing works. Despite the infrastructure development, many say authorities have failed to repair damaged pipelines or provide alternative water supply. And we are pleading that even as the work is going on, those taps that have been disconnected, let them remember where it has been disconnected so that before the real work comes, it will still get a proper connection. Women and children now spend hours each day searching for water. This woman is among many living empty-handed today. I don't get no option. I have no other option than to wait. No other person has water that we can go and beg. We don't know how we could live. No option, no day again. In Bamenda, residents say road development should not come at the cost of basic survival. For now, each morning begins with long lines of containers and a race to get water before it runs out. That's it for this midday bilingual newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day and stay posted to programs on Équinoxe Television. Tomorrow is another day, God willing. Pascal, bonne journée à vous et à demain à 7h. Très bonne journée à vous et demain 7h. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi le 12h bilingue sur Équinoxe Télévision. Nous vous laissons en excellente compagnie, celle de nos meilleurs programmes. Très bonne journée à tous.